Et l'invité de Tir Croisé, c'est Louis Alliot. Bonsoir. Bonsoir. Vice-président du Front National, eurodéputé de la région Sud-Ouest. Un mot de l'actualité, François Hollande a réaffirmé cet après-midi les engagements financiers de la loi de programmation militaire. Ça veut dire qu'il maintient le budget de l'armée. Est-ce que vous êtes satisfait ? Mais oui, au moins il tient une promesse. Et on avait vu que devant la contestation de l'état-major de l'armée, il était quand même difficile au président de ne pas tenir cette promesse-là, parce que je pense que la défense est déjà très affaiblie et il n'aurait pas fallu que ça continue comme cela. On va parler maintenant de Mehdi Nemmouche. 4 personnes ont été interpellées en France ce matin dans les milieux djihadistes après l'arrestation à Marseille de Mehdi Nemmouche, le Français qui est soupçonné d'être le tueur du musée juif de Bruxelles. Est-ce que vous rendez hommage ce soir au travail des services de police ou est-ce qu'au contraire vous estimez que c'est un nouvel échec pour les autorités françaises, notamment la DGSI qui était chargée de le surveiller ? Mais écoutez, la DGSI fait avec les moyens du bord. On avait vu dans l'affaire Mera les dysfonctionnements qu'il y avait. Aujourd'hui, elle a laissé passer entre les mailles cet individu qui a été arrêté par hasard pratiquement, et par la douane, je crois. C'est pas ce que dit M. Cazeneuve, il dit que ça a été les services de police qui l'ont arrêté. Il y a quand même un gros problème en France. Nous sommes la plaque tournante de ces djihadistes. Je crois qu'il y a 740 djihadistes recensés qui se battent en Syrie et ailleurs. Et c'est assez inquiétant pour l'avenir, il faut bien le dire. Une plaque tournante du djihadisme, Mehdi Nemmouche est français. Oui, il est français ou binational, on verra bien ce qu'il est. Il n'est pas binational, il a la seule nationalité française. Oui, ben ça prouve que la politique d'immigration massive, la non-assimilation de certaines populations, la culpabilisation permanente de la France et puis le développement, il faut quand même le dire, de l'islam radical en France fait un cocktail absolument explosif et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui malheureusement trouvent un avenir dans ce genre d'expédition dramatique. Qu'est-ce que vous proposez alors pour faire barrage à déjà donner plus de moyens, apprentis terroristes? Plus de moyens au renseignement, ça c'est un fait, parce qu'il manque cruellement de renseignements. Je pense qu'il faut se conformer à une loi stricte de la laïcité et contraindre et éloigner tous les discours de haine, notamment religieuse, parce qu'on apprend au fur et à mesure de l'actualité qu'il n'y a pas qu'en prison que les jeunes esprits sont dévoyés. Il y a aussi dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de mosquées, ce qui est, j'allais dire, le quotidien de beaucoup de départements français, mais c'est vrai qu'ils ne font pas souvent l'actualité. Sur Internet également, est-ce qu'il faut mener la guerre La guerre, c'est une guerre, donc il faut la mener, et j'espère qu'elle était menée avant que ces incidents, ces crimes dramatiques, Mera plus le musée juif de Belgique, gageons que pour l'avenir, nous serons au rendez-vous, malheureusement, de ces actes. Le plan anti-djihad du gouvernement, avec notamment la mise en place d'un numéro vert, d'un groupe de coordination entre les pays, est-ce qu'il est efficace selon vous ? Non, ça c'était un gadget du ministre de l'Intérieur pour faire croire qu'il s'occupait de ces choses-là. Je pense qu'il y a vraiment péril en la demeure et que les services de renseignement et de police doivent être mobilisés sur cet enjeu qui est à la fois un enjeu de religion et de religion extrémiste, mais aussi un enjeu de voyoucratie. Parce qu'au milieu quand même de cet intégrisme religieux, on apprend qu'il y a aussi beaucoup de corrélations avec la voyoucratie, la drogue, des trafics divers et variés à l'échelle planétaire. Et je pense qu'effectivement, ça demande des moyens supplémentaires. Si la Belgique demande l'extradition de M. Nemmouche, est-ce que vous souhaitez que la France la lui accorde, comme le laisse entendre M. Cazeneuve ? Non, je pense que la France doit assumer ses responsabilités. Si c'est un citoyen français, eh bien, il doit être jugé en France. Pourtant, les crimes ont été commis en Belgique. Oui, oui, très bien, mais je pense que la France a quand même une responsabilité par rapport à ses partenaires, parce que ça fait de plus en plus de cas où ce sont des Français qui sont justement mis en cause. Alors, 700 Français, justement, seraient actuellement en Syrie. Il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Britanniques, des Belges, des Danois, des Norvégiens. Visiblement, personne n'a la solution miracle pour empêcher ces jeunes ressortissants nationaux d'aller faire la guerre. Mais la solution miracle, c'est de combattre des discours qui sont des discours antinationaux, anti-républicains, en marge de la loi et qui transforme petit à petit une religion en sanctuaire qui vit à l'abri des lois de la République, qui vit à l'abri de la norme communément admise. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir. Vous parlez de la religion musulmane. Les musulmans aujourd'hui en France vivent en dehors de... Vous voyez, vous faites vous-même l'amalgame. Pas du tout. Je vous demande de préciser. Il y a les musulmans en tant qu'individus dont beaucoup vivent leur vie sans problème. Et puis vous avez aujourd'hui le développement d'un islam radical. D'ailleurs, vous pouvez le lire. J'ai lu un article dans Le Monde il n'y a pas très longtemps de l'imam de la mosquée de Montpellier qui s'inquiétait de nombreux jeunes qui partaient faire des stages, disait-il, en Arabie Saoudite ou au Qatar et qui revenaient avec des esprits formés, préformés, si je puis dire, et qui étaient de haine de l'Occident, de haine de la France et qui avaient un discours
très radicales, c'est cela, à mon avis, qu'il faut éloigner du pays. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut décréter l'interdiction de partir faire la guerre à l'étranger? Est-ce qu'il faut une déchéance de la nationalité? Quelle solution vous proposez? De toute façon, c'est utopique de penser qu'on va arrêter tout le monde, etc. Mais c'est vrai que s'il y avait de la fermeté en France, moins de laxisme, et s'il y avait des condamnations exemplaires, et notamment la déchéance de nationalité, eh bien je pense que ça dissuaderait quelques-uns. Déchéance de nationalité, dans le cadre de Mehdi Nemmouche, il n'a qu'une nationalité. Qu'est-ce qu'on en fait? Des apatrides, des gens qu'on jette hors de France et qui n'ont plus de pays? On le condamne durement, hein, et ça donnera peut-être un signe aux autres djihadistes, et puis surtout peut-être on les empêche de rentrer, parce qu'à partir du moment où ils s'en vont comme ça, et où malheureusement ils vont combattre à l'étranger, je pense qu'on n'est pas obligé de les recueillir ensuite. En quoi est-ce que l'UMP et le PS sont responsables de la présence, en raison de leur politique, de la présence de djihadistes sur notre sol? Écoutez, je pense qu'il y a quand même il y a eu un laxisme généralisé pour ne pas justement faire l'amalgame entre des populations et un islam radical qui est bien réel. On a couvert la chose pendant très longtemps et aujourd'hui, ça nous explose à la figure et on est bien obligé de faire avec. Nous étions les seuls à le dire, les seuls à le relever. Et on nous a d'ailleurs accusés de racisme pour cela. Or, le racisme, on le voit, il n'est pas du tout dans notre camp. Il est plutôt dans le camp de ces djihadistes qui, comme ennemis, et d'ailleurs ils le disent, ce sont les mécréants, en l'occurrence les chrétiens et les juifs. Louis Alliot, on va continuer la conversation avec Jean-Claude Dacier. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir monsieur Alliot. Bonsoir. Demain commence à l'Assemblée nationale la discussion sur la loi pénale de Madame Taubira. La discussion, semble-t-il, promet d'être chaude. En gros, pour résumer, il s'agit de donner peut-être davantage de chance à la probation, à la reconversion en milieu ouvert, et peut-être d'éviter trop d'emprisonnement. Ça concerne les petits et moyens délits de moins de 5 ans. La police semble inquiète. Oui, la justice aussi, d'ailleurs. L'UMP, certains. L'UMP hurle, évidemment, à la loi et au laxisme. Moi, j'aimerais savoir quelle est la position du FN, parce que parfois, vous avez été un peu ambigu sur les projets sociétaux du gouvernement. Quelle est votre position aujourd'hui sur cette loi Taubira qui est importante? Nous sommes farouchement opposés à cette loi Taubira qui va dans le sens d'un peu plus de laxisme dans l'application du droit pénal. D'ailleurs, notre député Gilbert Collard, qui est un praticien, un spécialiste, prendra la parole demain à l'Assemblée pour dire ce qu'il en pense, mais il est évident que c'est un projet de loi idéologique qui fait la part belle à ce qui est pourtant le déroulé de la politique depuis 30 ans et qui, on le voit, ne fonctionne pas, car il y a de plus en plus de multirécidivistes. Vous allez, comment dire, vous contenter de cette intervention de M. Collard, ou est-ce que vous allez mobiliser, appeler à la pour manif, je ne sais pas. C'est un débat au Parlement, donc nos députés, avec Marion Maréchal Le Pen, seront mobilisés. Nous avons ensuite nos diverses interventions, notre présidente qui interviendra sur le sujet, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un débat, c'est encore en débat. Il y a l'affaire aujourd'hui de M. Nemmouche qui va justement aggraver, j'allais dire, le sérieux de la discussion. Non, attendez, j'allais vous le dire justement, puisqu'on dit que ce M. Nemmouche a été, comment dire, converti à l'islam radical en prison. Oui, ça semble plutôt donner un argument, Mme Taubira. Oui, non, mais ça, c'est justement, ça donne un argument, mais il n'y a pas que dans les prisons, je le disais tout à l'heure, qu'ils sont convertis à l'islam radical. Ça se passe dans les quartiers et tous les jours. Il n'y a pas que la prison. La prison est l'un des éléments. Mais nous pensons au contraire que les peines doivent être exécutées. Or, elles ne le sont pas la plupart du temps, puisqu'aujourd'hui, quand vous prenez à peu près 2 ans de prison, vous ne les faites pas parce qu'il n'y a plus de place en prison. En revanche, je remarque que dans la loi Taubira, il n'y a rien sur les conditions d'exercice de la profession de gardien de prison. Aujourd'hui, ils sont en très grande difficulté, personne n'en parle, et puis surtout, il y a de plus en plus de délinquance, de plus en plus de condamnations, et de moins en moins de places de prison, puisque nous sommes en surpopulation carcérale. Le projet n'en parle pas, et là, je pense que c'est une carence terrible. Vous souhaiteriez quoi? Tolérance zéro, un peu comme aux États-Unis dans les années 80? Mais écoutez, la preuve qu'aux États-Unis, ça fonctionne. Vous savez, on a vu avec quelle maîtrise ils ont éradiqué la violence, notamment à New York. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de places de prison pour 1000 habitants qu'il y a en France. Il faudrait construire des places de prison. Alors je sais bien que c'est pas très populaire, c'est pas très comme ça à la mode, mais c'est durement et efficace pour justement la politique pénale. La sécurité des Français, ou l'insécurité des Français, M. Alliot, est-elle accrue par le phénomène d'immigration non contrôlée? Je pense que immigration parfois contrôlée, d'autres fois non contrôlée, on ne sait plus très bien ce qui se passe. Est-ce que, pour être franc,
Est-ce que l'immigration est un problème mal maîtrisé et qui alimente la criminalité ? L'immigration est un problème mal maîtrisé qui alimente évidemment la délinquance. On n'a pas de chiffres, mais enfin on les retrouve dans beaucoup d'études sociologiques, notamment pour les études sur les prisons. Et il est évident que plus vous accueillez de monde sans pouvoir, et c'est bien normal, j'allais dire, leur donner du travail, leur donner un logement, leur donner une éducation, etc., et plus ils se retrouvent dans des situations dramatiques. Mais la faute, elle n'appartient pas aux immigrés qui viennent tenter leur chance chez nous. Elle appartient aux politiciens qui les font venir et qui leur font croire que chez nous, ce sera mieux qu'ailleurs. Il nous reste une petite minute. Monsieur Ménard, le nouveau maire de Béziers, que vous avez soutenu. Quelques initiatives spectaculaires, interdiction de mettre du linge aux fenêtres, vous êtes pour ? Écoutez, cette affaire d'interdiction, ça me fait un peu rigoler parce que dans un quartier... Ça fait rigoler tout le monde. Oui, mais c'est pas rigolo parce que dans un quartier de Perpignan qui s'appelle le Moulin à Vent, dans le règlement de copropriété, il est interdit d'étendre du linge. Alors, c'est pas propre à Béziers. Ça existe dans beaucoup de résidences et dans d'autres villes. Mais comme c'est Ménard qui l'a fait, évidemment, tout le monde se penche sur la question. Donc, vous continuez de soutenir. Plus sérieux, les activités périscolaires, il veut les réserver aux parents qui travaillent, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Si les parents ne travaillent pas, les activités périscolaires, notamment le matin, sont supprimées. Oui, mais voilà l'exemple. Il n'a fait qu'étendre une mesure qui existait déjà pour les écoles maternelles, qu'il a élargie à l'école primaire. C'était donc une mesure de la municipalité précédente qu'il a élargie à l'école. En un mot, vous lui gardez votre... Bien sûr, je pense qu'il fait une très bonne politique. Et d'ailleurs, les Biterrois ne s'y sont pas trompés, puisqu'aux élections européennes, ils ont voté massivement pour notre liste. Louis Alliot était l'invité de Tir Croisé. On vous retrouve tout à l'heure, juste après. On retrouve notre invité Louis Alliot, vice-président du Front National. Le 25 mai, le Front National a totalisé un peu plus de 25% des voix. Ça fait 24 eurodéputés qui vont partir à Strasbourg, vous notamment. En quoi le vote Front National va changer la vie au quotidien des Français ? Il ne va pas changer la vie, il va changer la perspective de vision de l'Europe d'aujourd'hui, puisque nous avions affaire systématiquement à des partis qui défendaient la même logique européenne. Eh bien aujourd'hui, ils vont avoir un parti politique qui aura le nombre le plus important de députés français au Parlement européen, qui défendra une autre vision de la place de la France dans l'Europe, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que vous comptez être un peu plus assidu que Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen ? Ils ont été montrés du doigt pour leur taux d'absentéisme, on va dire qu'ils ne sont pas parmi les plus assidus au Parlement européen. Oui, mais il va être beaucoup plus facile à 24 et avec un groupe de faire justement de la politique au Parlement, de participer aux commissions, de proposer des rapports ou des amendements, qu'évidemment à 3 députés sans groupe, où là c'est beaucoup plus difficile. Et il y aura des propositions bien sûr, national, il y aura des amendements, il y aura des... Vous n'avez toujours pas créé de groupe d'extrême droite au Parlement, il y a des discussions en cours. Il faut que 7 pays vous soutiennent. Actuellement, vous n'en avez que 5. Vers qui est-ce que vous allez vous tourner ? Avec qui vous négociez ? Écoutez, c'est en cours. On le saura bien assez tôt. Vous savez, on doit déposer, je crois, avant le 14 juin. Et on n'a pas trop d'inquiétude sur la suite. Mais pourquoi tant de mystère ? Mais parce que, vous savez, dès que vous donnez des noms, à ce moment-là, des pressions s'exercent. Tout ça doit se faire dans la sérénité. Et après tout, nous sommes l'expression démocratique de la France d'aujourd'hui et nous avons droit aussi à avoir un groupe et à défendre notre position au Parlement. Mais vos électeurs n'ont pas le droit de savoir vers qui vous vous tournez. Ils vous ont donné un mandat quand même. Oui, mais d'accord, mais ils nous ont fait confiance en votant pour nous. Ils savent très bien qu'on fera les choses bien, vous savez. Est-ce qu'il faut séduire le Congrès de la Nouvelle Droite polonaise ou alors le Parti luthérienien, Ordre et Justice ? C'est 2 de vos pistes ? Oui, très honnêtement, je n'en sais rien. C'est Marine qui est en ce moment à Bruxelles et est en train de travailler à ça. Est-ce que le soutien d'ailleurs constant qu'a apporté Marine Le Pen à Vladimir Poutine n'est pas, dans la crise ukrainienne, n'est pas un handicap pour former un groupe ? Non, parce que je crois qu'il y a des groupes qui sont plutôt favorables à M. Poutine, d'autres qui ne sont pas favorables. Mais je crois que tout ça joue à la marge, en fait, et que ce n'est pas très important pour la constitution du groupe et la vision qu'ont les partis politiques de l'Europe et de l'avenir de l'Europe. Est-ce que Marine Le Pen veut prendre la tête de ce groupe ? Elle a dit qu'elle le coprésiderait avec donc un président d'une autre nationalité. Si les partis europhobes ne s'entendent pas, à quoi aura servi la percée électorale du Front National ? Est-ce que, parce que de l'hémicycle à Strasbourg, oui, 70% est favorable à l'Europe ? Il aura servi d'électrochoc, c'est un vote d'étape pour préparer la suite. Élections départementales, élections régionales, élections présidentielles en 2017. Parce que dans tous les cas, voter pour les autres partis ne sert pas à grand-chose non plus quand on regarde la situation économique et sociale désastreuse. Donc au moins, ça aura servi, je pense, à lancer un débat sur l'euro, sur les institutions de l'Europe et sur la place de la France dans l'Europe des patries.
Mais ça ne va pas changer concrètement quoi que ce soit, donc. Mais de toute façon, c'est pas au Parlement européen que l'on va changer quoi que ce soit. C'est en changeant M. Hollande et de gouvernement qu'on changera la politique de la France. Vous demandez toujours l'abdication de François Hollande, pour reprendre un mot à la mode. Écoutez, on a vu que le roi d'Espagne avait abdiqué aujourd'hui en raison des difficultés institutionnelles. Eh bien, je pense que... Et pourtant, je crois qu'il y a 45% des Espagnols qui soutiennent le roi, en tout cas dans les enquêtes d'opinion. Aujourd'hui, je crois que M. Hollande est à 15 ou 16%. Et il n'y a que 3% des Français qui aimeraient qu'il se représente. S'il était un vrai républicain, il faudrait qu'il en tire toutes les conclusions. Autre candidat à l'abdication, selon vous, c'est Jérôme Lavrieux, qui a été élu eurodéputé. Est-ce qu'il devrait lui aussi démissionner? Là, c'est plus délicat parce qu'on va finir par se demander si sa place de tête de liste aux élections européennes n'était pas un moyen commode de lui obtenir une immunité parlementaire. Donc je pense qu'il devrait démissionner, oui. Justement, on va parler un peu de la crise à l'UMP. Florian Philippot a tweeté la semaine dernière qu'il y avait un adhérent par minute sur Internet pour le Front National depuis l'explosion de l'UMP. Est-ce que c'est vrai? Ça fait combien d'adhérents en plus au FN? Écoutez, moi je ne m'occupe pas de ces choses-là, mais c'est vrai qu'il y a des adhérents qui sont dépités par ce qui se passe à l'UMP et qui se rangent de notre côté. Et ça, c'est vrai, depuis l'affaire Pygmalion, il y en a un peu plus qu'avant. Mais j'allais dire, nous sommes au début de cette affaire Pygmalion et je pense que l'avenir nous réserve de quelques surprises qui seront de nature à inciter beaucoup de cadres subalternes ou de cadres régionaux à venir grossir les rangs des équipes du Front National. Il y a des négociations en cours, vous avez des signes de ces cadres qui vous rejoindraient? Quand vous êtes un élu local, comme je le suis à Perpignan, inévitablement vous êtes en contact avec d'autres élus, et notamment de l'UMP, qui regardent la situation d'un air désabusé, et il est évident que la tentation devient grande de discuter. C'est normal, c'est très humain. La cote de popularité de Nicolas Sarkozy semble souffrir de l'affaire Pygmalion. Ça va l'impacter de toute façon? Ça l'impactera de toute façon. Après les affaires que l'on connaît, qui ont défrayé la chronique, celle-là en plus, qui touche au cœur nucléaire du parti UMP, je pense qu'effectivement c'est de nature à empêcher son retour. On va continuer cette interview avec Audrey Pulvar. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Alliot. Bonsoir. Je vous ai entendu tout à l'heure avec Jean-Claude Dacier faire un lien direct entre ce que vous appeliez tous les deux l'immigration non contrôlée et l'augmentation de la délinquance et de la criminalité en France. Et je voudrais savoir sur quelle études, sur quels chiffres vous vous basez pour affirmer cela? Vous avez des études diverses qui ne sortent jamais, mais qui montrent quand même une certaine corrélation. Mais ça ne veut pas dire que tous les Français issus de l'immigration ou tous les immigrés en situation irrégulière sont des délinquants. Mais dans Là, je parlais juste des immigrés. Vous avez déjà fait une corrélation avec les Français issus de l'immigration. Oui, mais dans beaucoup de faits de délinquance, il est vrai que l'immigration a une part importante. Mais bon, moi, je m'en tiens aux chiffres officiels. Je n'ai pas les études cachées. Oui, je m'en tiens aux chiffres officiels. Les chiffres officiels, ils sont là. Les chiffres officiels, ils sont là pour que les gens ne voient pas la réalité en face. Pour endormir la population. Mais j'ai confiance dans les policiers, j'ai confiance dans les gendarmes qui collectent des informations et selon lesquelles, je reprends leurs chiffres, 23% des mis en cause, qui ne sont pas les condamnés déjà, c'est autre chose, 23% des personnes mises en cause dans les atteintes aux biens en France en 2012 étaient des étrangers et 16% des mis en cause dans les atteintes aux personnes. Ça veut dire qu'il y a 84% des mis en cause dans les atteintes aux personnes qui sont des Français, bien français, et qu'il y a 76% des mis en cause dans les atteintes aux biens qui sont des Français. Comment expliquez-vous les classements qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, par exemple, je crois que c'est Le Progrès à Lyon, qui a sorti la délinquance par nationalité. Certains sont spécialistes du vol, les autres de ceci, de ça. Comment l'expliquez-vous? C'est une étude parfaitement... Enfin, c'est pas une étude d'ailleurs, c'était une infographie, un schéma particulier, parfaitement discutable. Comment explique-t-on en plus comment on pourrait dire, les aménagements, par exemple, de l'incarcération aujourd'hui en France? Recrutement d'imams, menus spécifiques, communautarisme des prisons, etc. Ça prouve qu'il y a bien, à un moment donné, un lien entre l'immigration, entre une religion, et notamment un intégrisme religieux, et une certaine forme de délinquance. Non, pour ce qui vous concerne, l'immigration, c'est forcément une immigration musulmane et elle conduit forcément les gens en prison. C'est pas forcément, mais il faut quand même dire que c'est le gros des troupes. Et vous m'avez pas répondu sur le fait qu'ils représentent quand même
tous étrangers confondus. Non, ça c'est les chiffres. Petite minorité dans les chiffres que vous m'avez donnés par la gendarmerie et la police. Moi, je pense qu'il y a d'autres études qui apparaissent quelquefois national de la délinquance et qui donnent d'autres chiffres. Je crois que c'était M. Boer, d'ailleurs, son observatoire avait donné des chiffres qui montraient qu'une grande majorité des faits de délinquance étaient directement issus de l'immigration ou de Français issus de l'immigration. Non, vous avez mal lu, justement. Les chiffres que je vous donne là sont ceux de l'Observatoire national de la délinquance. Je ne crois pas. Émanent de cet organisme. Autre équation qui a été faite par Marine Le Pen, notamment ce matin, c'était le fait que, encore une fois, immigration massive égale, selon elle, fondamentalisme musulman, égale antisémitisme. Est-ce que les immigrés sont responsables de l'antisémitisme en France ? Non, mais à partir du moment où vous laissez rentrer tout et n'importe quoi, et n'importe qui surtout, que vous ne contrôlez plus rien parce que vous n'avez pas les moyens de contrôler, eh bien à ce moment-là, vous êtes en face d'une situation que nous connaissons, qui a débuté depuis longtemps déjà, mais dont on a vu l'affaire Mera, aujourd'hui l'affaire... Il n'était pas un immigré, hein, Mera. Non, mais il est un binational. Aujourd'hui, l'affaire qui relie quand même l'intégrisme religieux à l'antisémitisme primaire. Et je pense que, écoutez, aujourd'hui, moi j'ai lu la presse, c'est quand même un fait marquant. Mais j'ai vu aussi... Le Front National n'a aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Et je pense même que si on avait écouté le Front National par rapport au flux migratoire, il y aurait sûrement moins d'actes antisémites en France. D'accord. Dieudonné est antisémite ou pas ? Dieudonné Alain Soral est antisémite ou pas ? Dieudonné n'est pas au Front National. Il est soutenu par le Front National. Pas plus qu'Alain Soral, il n'est pas soutenu. Si vous l'avez soutenu dans sa bataille contre le ministre de l'Intérieur. Oui, mais ça c'est autre chose. Vous mélangez plusieurs choses. Non, mais je vous pose la question. Est-ce que Dieudonné est antisémite ou pas ? Est-ce qu'Alain Soral est antisémite ou pas ? À ce moment-là, pourquoi vous ne dites pas que Noah, ce matin, a soutenu Dieudonné en disant qu'il le faisait beaucoup rire ? Et il rigole de quoi, Yannick Noah ? Yannick Noah, non, il n'a pas tout à fait dit ça, Yannick Noah. Il a dit qu'il le faisait beaucoup rire. Non, il a dit que Dieudonné avait été son ami, que Dieudonné l'avait fait beaucoup rire et que désormais il ne le suivait pas dans ses délires et qu'il ne comprenait pas où en était Dieudonné aujourd'hui. Que Dieudonné avait été un humoriste qui l'avait fait rire. Donc répondez à ma question, est-ce que Dieudonné est antisémite ou pas ? Est-ce qu'Alain Soral est antisémite ou pas ? Mais ils ne sont pas du Front National. Voilà. Oui, je pense que Dieudonné a un public et qu'il a dérivé depuis déjà pas mal de temps. Quant à Alain Soral, chère madame, je suis en procès contre lui parce que je suis dans cette affaire-là une victime. Alors laissez-moi le temps de faire le procès. Vous n'avez pas dit si Dieudonné est un antisémite ou pas ? Je pense que c'est un provocateur et qu'il utilise l'antisémitisme comme un vecteur de vente de ses spectacles. Il vous fait rire ou pas ? Qui, Dieudonné ? Non, mais il me faisait pas rire lorsqu'il était avec Élise Semoun et il me fait pas rire après. Parce que moi j'ai une certaine constance et j'apprécie une certaine forme d'humour. Je préfère Raymond DeVos par exemple, c'est comme ça. Mais je n'aime pas beaucoup Dieudonné, c'est vrai. Il nous reste très peu de temps, donc juste d'un mot sur le plan d'économie de 50 milliards décidé par François Hollande. Il faut le mener ou pas ? Ce plan d'économie. Il faut le mener. De toute façon, je crois qu'on n'a pas le choix. Vous avez vu le communiqué qui est tombé de M. Barroso cet après-midi et qui donne la feuille de route à l'État français, c'est-à-dire très précisément ce qu'ont décidé M. Hollande et M. Valls. Austérité, gel du SMIC, déréglementation des professions réglementées, taxis, notaires, etc. Augmentation du prix du gaz, fiscalité écologique et évidemment la loi sur la décentralisation, c'est-à-dire la suppression des régions. Qui font la loi au niveau européen finalement. Ah si, l'air de rien. Ben non. C'est la Commission et le Conseil européen. C'est l'Europe dans son ensemble et le Parlement européen s'inscrit dans une logique européenne que nous ne voulons pas parce que c'est une logique supranationale qui a retiré la liberté aux nations. Et quel sera votre poids exactement sur cette politique ? Mais écoutez, on verra bien. Je pense que le poids, il est actuellement en France. 25% on avait bien compris de l'électorat. C'était une élection à visée et que nationale. Le pouvoir, jusqu'à preuve du contraire, en République française, il est à Paris, en tout cas en ce qui nous concerne. En France. Et le jour où nous aurons pris les rênes du pouvoir, on l'exercera de Paris. Merci beaucoup Louis Alliot d'être venu ce soir.